Bienvenue dans Musica. C'est grâce à elle qu'existent certaines des œuvres de Kurt Weill, Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Manuel de Falla, Igor Stravinsky. Winaretta Singer, elle-même musicienne, passionnée par les arts, resta comme bon nombre de mécènes dans l'ombre de ses amis compositeurs. Place au portrait de Winaretta Singer, celle qui fut à la fois muse et mécène. Torquay, une station balnéaire autrefois chic, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Dans le cimetière municipal se trouve un tombeau magnifique où reposent des membres de deux familles, la famille américaine Singer et la famille des Polignac, des aristocrates français. Les deux familles s'allièrent voilà plus d'un siècle, lorsque Winaretta Singer devint par son mariage princesse de Polignac. Qui était cette femme et pourquoi se souvient-on d'elle encore aujourd'hui ? De par sa naissance, Winaretta, qu'on appelait Winnie, était richissime. Elle vécut son enfance dans l'opulence et le luxe. Une fois adulte, elle mena grande vie et posséda des résidences somptueuses dans différents pays, ou bien se les fit construire selon ses propres plans et au gré de ses désirs. Une fois alliée à l'aristocratie française, elle vécut principalement à Paris. Mais elle ne s'intégra jamais vraiment à la haute société. Elle resta en marge. Elle s'efforça constamment de se créer son propre monde et d'y vivre à sa guise. Ce film nous emmène sur les traces de cette femme où nous trouvons des trésors, des collections d'œuvres d'art que sa richesse lui permit d'accumuler, des lieux, les demeures quasi seigneuriales où elle habitait. Mais l'enquête conduit aussi à des gens qui sont encore de ce monde, à des témoins contemporains, à des parents. Sa petite nièce à Norfolk est la première dans cette ronde de personnages. Un jour, elle a fait une chose adorable.
Elle est venue me chercher au pensionnat. Toutes mes amies m'enviaient parce qu'une princesse venait me chercher. Elles s'imaginaient une personne extrêmement chic. Au lieu de cela, tante Winnie, avec son air de sorcière, est sortie de la voiture. Mes amis m'ont dit « Tu mens, ce n'est certainement pas une princesse. » Elle était froide extérieurement, c'était la terreur de tout le monde. De réception, tout. Très strict, très militaire, de machin. Mais moi, j'ai connu tante Winnie différent. Que je suis le seul et unique membre de la famille et de ses amis qui a vécu chez elle. Alors, quand on a connu, comme moi, un petit garçon sans intérêt, flemmard, travaillant mal, mauvais caractère, indépendant, ça a beaucoup frappé. Et je dois dire qu'elle était pour moi, une mère, c'est beaucoup dire, parce qu'il n'y en a qu'une, mais quelqu'un de ravissant, moralement. Parce qu'elle a su me comprendre, elle m'a jamais rappelé à l'ordre, elle m'a su me gérer en mettant devant moi mes responsabilités. Donc je venais à 14 ans responsable de mes paroles, de mes gestes, comme je dis ce soir. Winaretta avait hérité des biens de son père, simple ouvrier au départ, mais qui avait rapidement accumulé une énorme fortune en perfectionnant les machines à coudre qu'il fabriquait en série. Il était américain et s'appelait Isaac Singer, Singer en prononçant à l'allemande, Singer en anglo-américain. En France, on parlait des machines Singer. La machine à coudre en tant qu'appareil ménager a constitué une révolution dans la vie des femmes au XIXe siècle, et ce jusque dans les coins les plus reculés de la planète. L'argent que ces machines rapportèrent à Winaretta lui permit par exemple de passer commande de cette œuvre musicale. La vie de Winaretta se lit comme un roman d'Henry James. C'est l'histoire de la riche américaine qui découvre la culture et les traditions européennes. Elle naît à New York en 1866. Elle passe ses premières années à Paris. La famille Singer fuit la guerre franco-allemande de 1870 et la Commune de Paris en franchissant la Manche et en se réfugiant en Angleterre. Pour des raisons de santé et pour être au calme, les Singer prévoient de s'installer à Torquay, qui est alors une station florissante, élégante et réservée à une élite.
Ayant choisi Torquay comme future résidence pour lui et sa famille, Isaac Singer y fait construire, selon ses propres plans, une somptueuse demeure qu'il baptise Oldway House et surnomme familièrement le Wigwam. Après sa mort, l'édifice est encore agrandi par son fils, Paris Singer, le frère de Winaretta. Oldway reflète parfaitement l'union du goût élitiste américain et de la bourgeoisie britannique du début du XXe siècle. Il symbolise le style et la classe, surtout pour les nouveaux riches. Son style architectural est très solidement implanté aux États-Unis. C'est le style de Newport, dans l'État de Rhode Island, et des palaces des millionnaires inspirés de Versailles. Les nouveaux riches étaient attirés par cette architecture, par son style grandiose. Il était important d'affirmer que l'on avait réussi, cela ne fait aucun doute. Les intérieurs d'Oldway House étaient aménagés à la française et décorés avec un goût raffiné. Le plafond de la cage d'escalier s'ornait d'une grande reproduction du couronnement de Napoléon par David. Les Singer étalaient volontiers leur prospérité, qu'ils faisaient admirer. Par la suite, lorsque la famille quitta les lieux, Oldway House devint d'abord un clubhouse champêtre, puis une clinique, et finalement un bâtiment municipal abritant des services sociaux et des salles de loisirs. La salle de bal d'Oldway House voit aujourd'hui se dérouler des soirées dansantes différentes de celles que Winaretta avait connues dans son enfance. Quand les Singer arrivent en 1870, la bonne société de Torquay est passablement snob et fermée. Isaac Singer, qui est infiniment plus riche que n'importe quel habitant de la localité, est considéré avec dédain parce que c'est un homme d'affaires et un étranger, mais aussi à cause de sa vie privée, pour le moins mouvementée. Avant d'épouser la mère de Winaretta, il avait déjà 16 enfants naturels. Les membres de la bonne société déclinent donc la plupart des invitations lancées par les Singer. Isaac Singer ne se démonte pas pour autant. Pour sa jeune famille, il fait construire un manège d'équitation et une piscine, et ne craint pas de les mettre parfois à la disposition de cirques ambulants afin de distraire les enfants pauvres de la région. Eux, au moins, n'étaient pas fiers et ne boudaient pas leur plaisir. Quelques années après cette installation, Isaac Singer meurt et la famille revient en France. Winnie est encore une enfant. Sa mère, une femme remarquable, a posé pour la Statue de la Liberté. Elle donne désormais le ton dans le grand monde parisien. La jeune Winaretta se voit soudain entourée de tout un univers culturel qu'elle ignorait jusque-là. Elle se met à étudier la peinture
et découvre un jour l'impressionnisme qui, refusé au salon, est contraint de s'exposer séparément. Winaretta écrit dans ses mémoires: J'ai été enthousiasmée par la beauté de ces tableaux, qui plongent dans une lumière nouvelle tout ce qui m'entoure dans le monde visible et lui donnent une signification nouvelle. Quand Manet est mort, j'en ai eu le cœur brisé, bien que je ne l'ai jamais rencontré. Dès que j'ai pu, j'ai acheté son tableau, La femme en blanc, un portrait de sa femme. Madame Manet me l'a vendu à un prix incroyablement bas. Personne à l'époque n'avait l'idée d'acheter ce genre de tableau. Je suis allée voir Degas, et sous mes yeux ébahis, il a étalé plus de 100 toiles, esquisses et dessins. J'étais sidérée. Je ne trouvais rien à dire. Winnie a peint toute sa vie des paysages, des canaux et des palais vénitiens, des autoportraits, des portraits de ses amis et parents, comme ce portrait de sa sœur. Vous savez qu'à une époque de ma jeunesse, un enfant de 12 ans, assis-toi et tais-toi. Ne parle pas. Quand elle est chez elle, je rentre terrorisé, car c'est Antoine. Et tous les petits garçons étaient terrorisés, Antoine. Et étonnant, il me dit, regarde. Ça m'a beaucoup étonné, ce mot regarde. Je n'étais pas habitué. Écoute d'habitude, regarde. Et au fond, regarder était pour elle comprendre. Regarde ce qui est en face de toi, regarde ce qui est autour de toi, et regarde-moi pour me comprendre. Après un premier mariage catastrophique, Winaretta fait la connaissance du prince Edmond de Polignac, qui avait 40 ans de plus qu'elle. Il est compositeur et ses goûts littéraires sont des plus raffinés. Ces deux êtres ont beaucoup de traits communs. La passion de la peinture, de la musique, de la spéculation intellectuelle, et le fait que chacun d'eux a une préférence pour son propre sexe. Ce fut l'union de deux esprits harmonieusement assortis. Faut prendre Paris à son époque. En 1900, 1920, époque. Paris est le centre intellectuel, musical du monde. Bon. Et vous avez les fameux salons. C'est pas les saloons, c'est les salons. Les salons où tout le monde donnait son jour et le recevait. J'étais celui qui ferait le plus de connaissances des musiciens, des hommes politiques, n'importe quel machin. En Antoine, il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de jour. Alors la différence, c'est qu'elle invitait des gens à écouter. Toujours la même chose, écoute. Écoutez. Les salons parisiens comptaient parmi leurs habitués quelques-uns des écrivains les plus célèbres de l'époque. Mallarmé, Valéry, Henry James, Ezra Pound ou encore, avec son parfum de bohème, Colette. C'est une femme qui aimait. Bon.
et que la vie n'a pas permis de développer son amour aux autres. Bon. L'argent lui permettait d'attirer, mais pas de donner. Alors, elle a pris la vie pour se faire pardonner et pour prouver aux gens qu'on pouvait les aimer. C'est ça pour lui. Dans ce milieu mondain, l'écrivain par excellence n'était autre que Proust, dont l'œuvre décrit les artistes, les aristocrates et les bourgeois. Dans sa recherche du temps perdu, le couple Polignac est caricaturé sous les traits de monsieur et madame Verdurin, ce qui indisposa fort Winaretta, car elle prenait tout à fait au sérieux le monde intérieur qui était le sien et celui de son époux, et elle ressentait plutôt ce monde sur le mode mélancolique. Vous savez, l'argent rend triste, contrairement à ce qu'on croit. Quand on a tout, on n'a plus de désir. Et que les petits bois, ça n'a plus de désir. Or, dans la vie, il faut désirer, il faut chercher, il faut comprendre. Elle était triste d'être seule. Elle était triste surtout qu'elle a connu l'amour intellectuel, dans la création, dans la musique, dans l'art, je dirais dans une certaine spiritualité par mon oncle Raymond de Polignac. Ils ont vraiment été deux êtres tout à fait unis intellectuellement parlant, totalement. Et quand il est mort, c'était un drame pour lui. Quand aujourd'hui l'on évoque Winaretta, c'est surtout en tant que muse et mécène des compositeurs. L'un de ceux auxquels elle assura l'appui financier qui lui permit de composer pour elle, c'est Gabriel Fauré. Une fois son mari disparu, Winaretta ne cessa de défendre activement les valeurs qu'ils avaient eues en commun. Winaretta avait connu Venise dès sa prime jeunesse. Elle avait été immédiatement captivée par la beauté et le calme de cette ville d'art et d'histoire. Plus tard, elle y acheta un palais sur le Grand Canal, le Palazzo Polignac, et pendant plus de 40 ans, elle y passa tous les étés. Au début de ces années, elle offrit à Fauré le voyage de Venise et l'hébergea chez elle. C'est elle qui lui avait fait connaître les poèmes de Verlaine qu'il mit alors en musique. Winaretta raconte dans ses mémoires: J'avais mis à sa disposition un studio tranquille avec un piano, mais c'était compté sans la passion qu'il avait pour les cafés. Je suis obligée d'avouer que ces mélodies de Venise ont été composées sur une petite table de marbre, dans la cohue et le tumulte du café Florian. Échange des
Dans la poésie de Verlaine et la musique de Fauré, la princesse retrouvait le charme de tableaux idéalisés et surnaturels, les ombres d'un monde révolu de joie et de sensations intenses qui l'attiraient irrésistiblement. Fauré revient profondément ému de ce séjour à Venise et quasiment amoureux de cette jeune princesse inaccessible. Rentré à Paris, il lui parle dans une lettre de la musique qu'il a écrite pour elle, et cette lettre trahit un curieux mélange de gratitude et d'un sentiment d'exclusion. La musique passe devant mes yeux comme un fantôme, sans que je parvienne à la saisir. Je n'ai pas cessé de songer à ces heures délicieuses dans cette scintillante Italie. Mon esprit inquiet semble voguer à jamais dans une gondole, au son d'une interminable barcarolle. J'ai enfin terminé mes mélodies, et je vous les envoie en éprouvant une peur panique. Chère princesse, je suis passé devant votre hôtel de l'avenue Henri Martin et j'ai vu par la grille le jardin, la pelouse, les arbres. Si je connaissais mieux votre majordome, j'aurais demandé la permission d'entrer. Les salons parisiens de la fin du XIXe siècle mêlaient étrangement le sérieux et la frivolité. Les lectures d'œuvres poétiques inédites et les créations de compositions nouvelles alternaient avec les flirts, les potins, les dîners somptueux et les papotages sur la dernière mode. Des années plus tard, la princesse se rappelait l'un des premiers compositeurs qu'elle avait rencontré lors d'une soirée de ce genre,